Pour le père Dominique, prêtre d'une église de Basildon à l'est de Londres, venir prêter main forte aux migrants de Calais était comme une évidence. Et pour ses premiers pas, il est accompagné par Maya, figure de l'aide humanitaire locale. Nous avons récolté des dons pendant 3 semaines et nous apportons des chaussures, 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des couvertures et aussi des blousons, car l'hiver approche. Environ 3000 migrants sont installés à Calais. Leur rêve, rallier l'Angleterre. Dans la jungle, le camp installé non loin du port, d'autres jeunes Britanniques distribuent des centaines de paires de chaussures, aidés par des bénévoles étrangers. Je veux vraiment faire preuve de solidarité et d'humanité envers toutes ces personnes qui cherchent désespérément un endroit sûr où vivre, quelque part. Un peu plus loin, 2 étudiants anglais qui ne veulent pas être filmés ont installé leur caravane. Ils aident les migrants dans leurs démarches administratives. Selon les ONG basées à Calais, l'aide venant de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne, n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et dépasse largement les dons faits par les Français. Alors la mobilisation, contrairement à ce qu'on pense, a commencé avant la parution de la photo du petit Elan. Elle a commencé une dizaine de jours avant, oui, au moins une dizaine de jours avant, et elle a commencé parce que certains Anglais sont venus sur la jungle passer 2-3 jours, parce qu'ils avaient l'impression que à la télévision, à la radio, on leur donnait pas vraiment les vraies informations, et donc ils sont venus pour en avoir le cœur net. Tous les jours, de nouveaux dons arrivent dans le camp. Avant de quitter la jungle, le père Dominique tient à prier dans l'église de Fortune construite il y a 6 mois par les migrants. Ici, on a surtout besoin de fioul pour alimenter les générateurs, avant de peut-être un jour rejoindre l'Angleterre. Ils ont fui la guerre et ont tout laissé derrière eux pour un avenir meilleur. Comme 350 000 autres réfugiés venus frapper aux portes de l'Europe depuis le début de l'année, Ahmad, Alia et Adam, famille originaire d'Irak, ont eux aussi tenté leur chance. C'est pour notre avenir et celui d'Adam. La situation à Bagdad est trop instable, et c'est de pire en pire. Nous ne pouvions pas continuer comme cela. C'est terrifiant. Lorsque vous sortez de chez vous, vous ne savez même pas si vous allez revenir. Ahmad était propriétaire d'un magasin de vêtements à Bagdad. Alia, fille d'universitaire. Ils se rencontrent en Syrie, puis retournent en Irak lorsque la situation empire. 10 jours après leur fiançailles, une explosion se produit dans le restaurant où ils dînaient. C'en est trop. Ils décident de partir. Après avoir tenté en vain d'obtenir l'asile aux États-Unis l'année dernière, ils prennent la route des Balkans. Nous avons donc tenté notre chance. Nous avons entendu parler de cette façon d'y arriver et nous avons essayé de partir aussi vite que possible. Nous avions peur que la situation ne change en Europe. Mes parents s'y sont opposés. C'était trop dangereux. Pour nous comme pour le bébé. Mais qu'aurions-nous pu faire d'autre? Nous y étions obligés. Il n'y avait pas d'autre solution. Sur ce chemin semé d'embûches, chaque étape de passé est un soulagement, mais chaque étape suivante apporte son lot de difficultés. Fatigue, stress, peur, doute. À chaque décision capitale, le jeune couple doit combiner entre la sécurité du bébé et l'envie d'en finir au plus vite. C'était très dur, terrifiant même, parce qu'après la traversée de la mer, tous ces dangers auxquels ma femme, mon fils et moi-même avons fait face, puis la Macédoine et puis la Serbie, toutes ces étapes, la moindre erreur peut vous faire revenir à la case départ. L'odyssée d'Ahmad, Alia et Adam prend fin à Munich, au lieu de Cologne, où ils prévoyaient de rejoindre la sœur d'Ahmad. Ils auront traversé 7 pays et dépensé plus de 9 000 €. Pas d'acclamation ni d'applaudissements ce jour-là. Une page se tourne. C'est avec un goût amer et l'impression d'un périple presque réussi
que leur nouvelle vie commence. Les semaines passent et l'attentat de Bangkok reste un mystère. Rapidement après l'explosion, des experts se tournent vers les Ouïghours. Cette minorité musulmane de Chine se dit opprimée par Pékin et fuit sa région du Xinjiang. En juillet dernier, un mois avant l'attentat, la Thaïlande avait déporté plus d'une centaine de Ouïghours vers la Chine. Il est très probable que les explosions aient été programmées peu de temps après cette expulsion, quand les autorités thaïlandaises ont envoyé des dizaines de Ouïghours en Chine. 2 hommes sont maintenant en détention. L'un porte un passeport chinois l'identifiant comme originaire de la province du Xinjiang. Le second interpellé dans un appartement avec du matériel pour fabriquer des explosifs a un faux passeport turc, une autre destination de la diaspora ouïghour. Samedi, la police a diffusé une photo d'un nouveau suspect, le décrivant d'abord comme ouïghour, avant de se rétracter et le qualifier de simplement chinois. Je pense que la Chine attend des autorités thaïlandaises qu'elles lui donnent un rapport complet, avant de pointer du doigt les soi-disant terroristes ouïghours dans le Xinjiang ou les Ouïghours radicaux du Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Avec le coup d'État l'année dernière, la junte militaire au pouvoir s'est rapprochée de la Chine. Elle craint à présent d'offenser son nouvel allié. Quels que soient les résultats de l'enquête, ils seront examinés de très près par Pékin. Des milliers de fidèles réunis par un seul homme, Tahir Ul-Qadri. Depuis 30 ans, ce chef politico-religieux organise une retraite spirituelle à la fin du Ramadan. Ici, ses partisans prient, mangent, dorment et étudient ensemble pendant 10 jours. C'est devenu un camp éducatif, un camp d'entraînement spirituel, pour inculquer des valeurs morales, des valeurs éthiques à ceux qui y participent. Il y a un an, il ne s'agissait pas tant de prière, mais de révolution. Mi-août 2014, des milliers de fidèles de Qadri et de l'opposant Imran Khan défilent à Islamabad pour réclamer le départ du Premier ministre Nawaz Sharif. Rumeur de coup d'État, le pays vacille, mais après des semaines de sit-in, les manifestants lèvent le camp. Tout comme Qadri, qui retourne chez lui au Canada. Malgré ses défaites, ses partisans lui restent fidèles. Il a dit qu'il ne ferait pas marche arrière tant que nous n'aurions pas réussi la révolution. Et nous n'avons pas fait marche arrière. La révolution aura lieu si Dieu le veut. Aujourd'hui, c'est moi qui lutte. Après moi, ce seront mes enfants. On ne voit pas d'autre issue. Dites-moi qui dans cette société peut nous montrer une autre voie. L'islam modéré de Qadri séduit à la fois les classes moyennes et populaires. Mais ses détracteurs ne voient en lui qu'un démagogue. La question de son avenir politique reste en suspens. Je crois que la grande question pour les dirigeants comme lui, c'est de savoir si oui ou non ils sauront transformer leur soutien religieux en un groupe d'électeurs important. Autre handicap pour Qadri, une santé fragile. À 64 ans, il suit des traitements réguliers au Canada, ce qui pourrait être un frein à sa révolution. C'est une occasion sans précédent pour le principal parti d'opposition de Singapour. Lors des élections de vendredi, il espère doubler le nombre de sièges qu'il occupe au Parlement. Alors en meeting ou dans les rues, le message est martelé. La cité-État a besoin d'une opposition forte face au PAP, le parti qui dirige le pays depuis sa création, il y a 50 ans. Depuis longtemps, le PAP a une majorité écrasante à Singapour qui lui permet de faire les changements qu'il veut et de voter les lois qu'il veut. Il n'a pas à se soucier de l'avis des électeurs parce qu'il a toujours eu la majorité. Pour le parti au pouvoir, le calcul est simple. Voter pour lui, c'est voter pour la stabilité. Le Premier ministre actuel est d'ailleurs le fils du fondateur de la République, Lee Kuan Yew, à qui le pays doit sa réussite économique. Si on vous demande de voter pour le PAP, croyez-moi, ce n'est pas juste parce que nous nous occuperons bien de vos conseils municipaux, mais c'est aussi parce que nous gérerons le pays comme il faut.
Nous avons l'intention de former le prochain gouvernement pour faire avancer Singapour. Pourtant, tout ne va pas si bien. Les prix de l'immobilier augmentent et les transports urbains sont saturés. Des critiques largement relayées sur les réseaux sociaux, peut-être le signe d'une prise de conscience politique de l'électorat. Je vois un réveil politique des Singapouriens. Les rassemblements sont extrêmement suivis. Les gens discutent des problèmes, les réseaux sociaux en parlent beaucoup également, et même les médias traditionnels en parlent, ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a quelques années. Si l'élection semble jouer d'avance avec une victoire annoncée du Premier ministre, c'est son ampleur qui comptera. Chaque siège perdu au profit de l'opposition sera interprété comme un affaiblissement significatif du seul parti à avoir jamais dirigé Singapour.